Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, honorable assistance, c'est avec un immense plaisir que je vais vous parler aujourd'hui du statut iodé chez la femme enceinte et des différentes techniques qui peuvent être utilisées afin de rechercher et de quantifier l'iode au niveau des urines. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir convié. C'est toujours un immense plaisir de participer avec vous. Donc, il me gêne là. L'iode est un élément structural indispensable pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3, faisant de lui un micronutriment essentiel à cette biosynthèse. Donc un déficit éventuel en cet élément clé, qui représente un élément trace, peut être la source de dysfonctionnements thyroïdiens et de pathologies sévères par la suite chez des familles ou bien des personnes à risque. Ces troubles sont répertoriés sous le nom de troubles dus à la carence en iode, les TDCI. La stratégie internationale de lutte contre ces troubles de carence en iode est sans aucun doute l'iodation en sel. C'est l'enrichissement à l'iodure de potassium ou à l'iodate de potassium pour le sel qu'on consomme. Sur le plan biochimique, comme vous le savez, l'iode est un élément clé pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Cette biosynthèse se déroule en 3 étapes. Elle passe tout d'abord par la captation active de l'iode au niveau basal, qui implique un sympore avec le cotransport en sodium. Ce sympore est fortement inhibé par les thiocyanates et d'autres agents toxiques. Après donc la clearance de l'iode au niveau plasmatique va conditionner son excrétion rénale. Elle avoisine de 45 à 60 millilitres, tout dépend du statut iodé. Ensuite, après la captation, vient au niveau de la colloïde l'organification de l'iode en se fixant sur les résidus tyrosyles de la thyroglobuline. On aura bien sûr, avec l'oxydation des iodures par la TPO, la synthèse d'émite et d'édite, et enfin la 3e étape avec donc la condensation entre ces différentes molécules, un mythe et un dite pour donner la T3 et 2 dites pour donner la T4. Comme vous le savez, le stockage se fait au niveau de la colloïde et après, bien sûr, on aura l'excrétion au niveau sanguin. Donc, je vais me focaliser sur l'excrétion urinaire. Donc, la clearance, elle est en moyenne entre 45 et à 60 millilitres par minute. Plus de 90% de l'iode est excrété au niveau urinaire. Et donc, son dosage dans ce milieu biologique s'avère d'une très grande importance. Il est capital pour évaluer le statut iodé. Selon l'OMS, ceci est nécessaire pour les enquêtes épidémiologiques à l'échelle de population afin de dépister et de détecter éventuellement les carences iodées. Et bien sûr, pourquoi? Parce que c'est un réel stigmate du statut iodé 4 à 5 heures avant le prélèvement des urines chez les patients. Donc, ce sont des études à grande échelle dans les populations et au niveau de zones endémiques. Effectivement. Donc, le dosage de l'iode se fait sur des mictions. C'est l'échantillon qui est le plus approprié pour faire le dosage. La miction est très représentative et celle qui est la première miction du matin. Heureusement que ce paramètre se conserve fort bien au niveau urinaire puisqu'il se conserve plusieurs jours à plus 4 jusqu'à 5 jours, mais congelé à moins 20 pendant plusieurs mois, voire une année. Il est très important de centrifuger les prélèvements avant de procéder au dosage afin d'éliminer toute interférence qui peut gêner le dosage. La richesse des techniques de dosage de l'iode urinaire est fortement argumentée, mais malheureusement pas disponible dans toutes les plateformes de biologie médicale. On va commencer par les techniques de référence, mais la première méthode chimique qui a vu le jour depuis les années 40 était la méthode de Sandel et Kolthoff, et après donc vient toute la vague d'événements technologiques et de nouvelles machines et de nouvelles bien sûr technologies qui ont révolutionné un petit peu le dosage de ce paramètre. La méthode de référence est sans aucun doute l'ICP-MS qui permet de donner une technique très sensible, très
très spécifique, avec très peu d'interférences, mais malheureusement, elle est onéreuse et nécessite un équipement très robuste. Elle nécessite aussi un personnel qualifié et bien formé. Elle consiste donc d'abord à nébuliser les prélèvements, les échantillons, avant de les injecter, et on peut travailler avec la technique plasma micro-ondes comme outil d'excitation avant de procéder au dosage proprement dit. Donc cet équipement, il est très onéreux et n'est pas disponible dans tous les laboratoires de biologie médicale. Après l'ICP-MS, on peut utiliser pour ce dosage l'activation neutronique, qui est un autre principe, qui est conditionné et qui est assez long, puisqu'on va avoir un résultat à de hautes températures après 5 heures. On va irradier les échantillons, extraire l'iodure avec du brome et réaliser bien sûr le dosage proprement dit. Et on fait bien sûr un comptage avec un compteur gamma pour doser l'iode au niveau urinaire. Donc la méthode qui est appréciée et qui est très utilisée et recommandée notamment par l'OMS, c'est la méthode chimique qui est la méthode de Sandel-Kolthoff. C'est une technique robuste qui a pu être automatisée, mais ce n'est pas le cas dans tous les laboratoires. Elle passe par deux principales étapes. D'abord, le pré-traitement des échantillons, puis en utilisant le persulfate d'ammonium qui a donné d'excellents résultats, c'est même recommandé par l'OMS, et c'est une technique dont la disponibilité des réactifs est assez satisfaisante avec un coût réduit, et elle est très faisable sur les plateformes de biologie médicale, car elle ne nécessite pas un équipement robuste. Toujours est-il, tout dosage doit faire attention aux éventuelles interférences, notamment la prise exagérée d'acide ascorbique, puisque c'est une réaction de titrimétrie et d'oxydoréduction, certains antibiotiques ou certains médicaments qui sont riches en acide ascorbique, la présence des dérivés de thiocyanate qui vont inhiber le dosage, notamment dans la fumée de cigarette, la présence des agents nitrates et certains ions ferreux, et aussi tenir compte de la supplémentation éventuelle en iode, de l'utilisation des produits de contraste ou encore de la richesse du sel ou de sa pauvreté lors de la nutrition chez le patient. D'autres techniques aussi peuvent être utilisées pour le dosage, telles la chimiluminescence en utilisant le bichromate de potassium avec la formation d'un diode, ou encore la chromatographie d'exclusion qui a été publiée dans de rares études, mais qui a donné quand même de bons résultats. Toutes ces méthodes vont exiger un contrôle de qualité interne et externe. Pour l'interne, c'est pratiqué, mais pour l'externe, donc il faudrait se munir de sérum de contrôle qualité et être intégré dans des programmes internationaux de contrôle qualité. La comparaison des différentes méthodes, elle a montré la supériorité de l'ICP-MS pour la détection et le dosage des iodures en matière de sensibilité et de spécificité. Toutes ces techniques ont permis de déterminer des plages de mesure ou des valeurs usuelles chez les enfants, les adultes et aussi chez les femmes enceintes. Et nous allons nous focaliser pour la femme enceinte, puisque le statut de carence est signalé à partir de valeurs inférieures à 150 microgrammes par litre, un statut iodé normal adéquat entre 150 et 250, entre 250 et 450 pourrait constituer un risque pour la santé, donc c'est vraiment un début d'excès de statut iodé chez cette population à fort risque notamment. Donc pour les concentrations urinaires, plusieurs études ont été répertoriées, par exemple ici un comparatif entre plusieurs pays, et nous nous plaçons en carence modérée avec un taux de couverture pour la consommation en sel iodé de 60,7%. Donc les perturbations de la fonction thyroïdienne pendant la grossesse sont très fréquentes. Il s'agit donc d'un véritable souci, et donc il faut suivre minutieusement afin d'assurer un développement fœtal adéquat. Les besoins de la mère augmentent, notamment avec cette circulation fœtoplacentaire pour la synthèse des hormones, et ces besoins, elles avoisinent de 250 microgrammes par jour, soit contre 150 microgrammes en dehors de toute grossesse. Donc les statuts
iodés chez la femme enceinte doivent être minutieusement évalués et traditionnellement dosés et recherchés. Et bien sûr, pour toute valeur, comme on vient de le dire, inférieure à 150 microgrammes, ce dosage donc doit signaler éventuellement un suivi adéquat et bien sûr une nutrition adaptée chez la femme enceinte. Même les situations de carence légère ou encore modérée, il a été noté qu'elles peuvent être responsables pendant la grossesse de modifications morphologiques fœtales à titre d'hyperplasie ou de goitre, d'où le dépistage ciblé chez les femmes, notamment à risque. Donc, justement, cette supplémentation, elle va concerner l'iode comme les autres, bien sûr, micronutriments et vitamines pendant la grossesse. Où est-ce qu'on va trouver cet élément? Eh bien, dans les crustacés, les poissons, les fruits de mer et encore dans les laitages et les produits laitiers, les œufs et bien évidemment les sels iodés qui sont supplémentés en iode. Cette supplémentation, elle est de l'ordre de 150 à 200 microgrammes par jour selon les recommandations des sociétés savantes. Il faut savoir que les modifications de la physiologie thyroïdienne résultent essentiellement de 3 mécanismes. Les facteurs, notamment l'hyperostrogénie avec l'activation de la synthèse et de la glycation de la TBG, l'augmentation de la clearance d'élimination iodée et de la circulation fœtomaternelle de l'iode et aussi l'action sur la désiodase au niveau thyroïdien. Il y a aussi la modification du volume thyroïdien avec la stimulation par la bêta-HCG. Mais ce n'est pas fini. Il existe des perturbateurs endocriniens sur la thyroïde pendant la grossesse. Ils peuvent être d'origine naturelle, ce qui signifie que la femme enceinte, elle est fortement exposée à ces perturbateurs, notamment la fumée de tabac, le tabagisme actif et passif. Ils sont aussi synthétiques, environnementaux, à savoir toutes les substances donc récapitulées sur ces tableaux, à savoir donc les pesticides, les herbicides, certains produits de cosmétiques, les produits iodés et bien sûr tout ce qui est donc sel de lithium et même certaines thérapeutiques immunosuppressives également. Ces perturbateurs endocriniens présentent plusieurs mécanismes d'action, peuvent interagir au niveau de la synthèse des hormones thyroïdiennes, comme les perchlorates, les sels de lithium ou les bisphénols. Ils peuvent interagir ou inhiber les récepteurs à la TSH ou la TPO, ou encore entraver le transport plasmatique, notamment les bisphénols ou bien les phtalates. Il y a d'autres mécanismes, à savoir l'augmentation du métabolisme des hormones thyroïdiennes, la liaison aux récepteurs défectueuses ou encore l'action de tumorigénèse sur la glande thyroïde. Donc, plusieurs publications ont concerné l'étude du statut iodé chez la femme enceinte, notamment celle-là qui a été réalisée au Royaume-Uni. C'est une publication qui a montré chez 230 femmes enceintes qu'il existe, où ils ont retrouvé donc une carence modérée avec une moyenne de 56,8 microgrammes par litre, et ceci chez les femmes gestantes sur les 3 trimestres. Une autre étude qui a montré la relation entre le statut iodé et la dysfonction thyroïdienne, c'est une méta-analyse qui a regroupé cet article avec 8261 participantes en comparaison avec des femmes enceintes avec statut normal. Toujours on retrouve une carence modérée à moyenne et une augmentation des hormones thyroïdiennes chez cette population. Donc cet article de 2023 qui a étudié aussi l'excès de supplémentation en iode pour voir un petit peu la controverse, c'est-à-dire l'effet inverse, eh bien, il faut savoir que cette étude a montré qu'il existe une prévalence chez 10 736 femmes enceintes avec un excès chez 52% de surdosage ou de surtraitement, c'est-à-dire sursupplémentation donc en sel iodé, et ceci un petit peu a posé une polémique. Donc cet article récemment publié en 2024 est assez intéressant. Ils avaient comparé entre le statut thyroïdien TSH, hormones FT4 et FT3 dans le sang du cordon avec l'excrétion urinaire des iodures et aussi chez la maman et chez le fœtus. C'est une étude récemment publiée et il existe donc une corrélation
entre les deux statuts, que ce soit dans le sang du cordon fœtal ou bien chez la femme enceinte, et ils ont conclué que dans le premier trimestre, ceci avait une corrélation négative chez les garçons, mais une corrélation positive chez les naissances filles, avec absence d'association statistiquement significative avec le poids de naissance et les paramètres anthropométriques. Donc, les bénéfices de supplémentation aussi ont été largement étudiés et ceci, plus de 300 publications ont fait un petit peu l'objet de cette thématique. Donc, en perspective et sur le plan pratique, devant les enjeux neurocognitifs et le développement neurologique fœtal qui exige un suivi du statut IOD chez la femme enceinte, les recommandations vont inclure une supplémentation iodée avant la grossesse, idéalement, avant la conception, et comme pour la supplémentation en acide folique, arrêter immédiatement le tabagisme actif et éviter le tabagisme passif, un dépistage ciblé des maladies thyroïdiennes avec un examen clinique et une anamnèse, et des mesures qui visent à limiter l'exposition évitable chez les femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens, notamment les produits toxiques et dangereux à usage domestique, personnel comme les cosmétiques, les pesticides et autres produits dangereux, et bien sûr des conseils d'éducation et une bonne observance du statut nutritionnel et de la diététique de ces femmes s'avère indispensable afin de protéger de cette carence iodée cette population à haut risque et de mener à bien la grossesse chez ces patientes. Et je vous remercie pour votre attention.